Mon invitée ce soir est journaliste, grand reporter au Figaro. Elle a signé un livre remarqué, fouillé et très documenté sur Emmanuel Macron. On va le recevoir le temps qu'elle arrive. Elle s'appelle Anne Fulda. Son ouvrage s'intitule Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, aux éditions Plomb. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Anne Fulda. Alors on va plonger dans les détails de ce livre, mais d'abord au regard de ce que vous avez écrit sur lui, de ce que vous avez appris sur lui, le débat d'hier et la façon dont Emmanuel Macron a réagi, est-ce que c'est en cohérence avec ce que vous avez dit, écrit et découvert de lui ? Alors écoutez, effectivement, ce qu'on a vu hier, c'est quelqu'un que certains pensaient peut-être fragile, mais qui finalement supporte très bien l'épreuve du feu et la confrontation avec une femme qui est aujourd'hui l'un des fauves politiques les plus redoutables qui soient. Et en fait, il a montré un sang-froid assez étonnant et il a probablement appliqué l'une des leçons que lui avait apprises l'un de ses maîtres de pensée, qui est Paul Ricoeur, qui disait qu'il faut toujours aller un peu au corps à corps des idées, c'est-à-dire aller fouiller, ne pas hésiter à étudier les idées de l'autre pour pouvoir les déconstruire. Et en fait, c'est un peu ce qu'il a tenté de faire hier, et il a plutôt réussi l'exercice. Ça vous a étonné justement, alors qu'elle a tenté vraiment à plusieurs reprises de le faire sortir de ses gonds, elle a voulu le provoquer, il n'a pas dévié. Certains ont parfois décrit un peu d'arrogance chez lui, un caractère parfois un peu éruptif. On n'a pas vu hier. Non, on n'a pas vu. Il était caché, ou il l'a maîtrisé, ou on s'est trompé ? Je pense que c'est quelqu'un qui a une détermination extrêmement forte et qui sait très très bien se maîtriser. Là, son objectif est très clairement d'arriver à l'Élysée et quand il faut mettre les moyens, il sait le faire. Il a l'une de ses caractéristiques, c'est sa détermination incroyable. Une détermination. Il y a toujours un peu ce parallèle, un petit peu en filigrane, entre sa vie privée et sa vie publique. La détermination, il en a fait preuve dans sa vie privée, en imposant, malgré les regards de travers et en bousculant les convenances, son couple avec Brigitte. Et sa détermination, il en fait preuve aussi dans sa vie politique aussi, là, en bousculant là aussi les convenances, en déjouant tous les paris et finalement en étant sur le point, on verra dimanche, mais de relever un pari qui semblait quand même impossible à relever. Le mot est important, détermination. D'ailleurs, même quand on regarde la photo que vous avez choisie, ça m'a tout de suite interpellée. Dans votre livre, avec ce regard bleu qui devient très dur, les traits qui se referment, ce n'est pas du tout la photo papier glacé qu'on nous vend, qu'on nous a vendu pendant des mois, qu'on va continuer à nous vendre encore pendant des mois, ou peut-être plus s'il est élu président. Ça tranche avec ce qu'on voit de lui dans les différents magazines. C'est vrai, quand on a vu, d'ailleurs les premières photos qu'on a vues de lui, c'était un visage, enfin c'est une allure, cette allure juvénile, presque pas puérile, mais certains disent le chérubin de la politique. Donc on voit pas ce côté effectivement dur et déterminé. Mais vraiment tout au long de sa vie, sa jeune vie, puisqu'il n'a même pas 40 ans, il a montré qu'il avait une force de caractère et une détermination incroyable. Et certains d'ailleurs trouvent qu'il y a un parallèle avec le tempérament et le caractère de François Hollande, qui lui aussi donne une façade un peu affable, très, très aimable, et en fait qui renferme un tempérament très déterminé, d'acier. Oui, puisque vous êtes très averti, j'allais dire, sur le caractère et la personnalité de ces responsables politiques, aussi bien chez Emmanuel Macron et François Hollande. Comment on peut être à la fois l'homme de la synthèse, comme François Hollande, et celui en même temps qui tranche dans le vif, ce côté qui existe chez François Hollande, qu'on n'a peut-être pas vu, mais qui existe. Il existe aussi chez Emmanuel Macron. C'est pas paradoxal, les deux ? C'est assez paradoxal, parce qu'effectivement, chez Emmanuel Macron, il y a ce souhait, mais depuis longtemps, des personnes qui étaient à l'ENA avec lui me disaient qu'il a toujours eu une peur panique de cliver, de diviser. Et dans le même temps, il sait, quand il le faut, faire des choix assez radicaux. Il l'a fait dans sa propre carrière, il l'a fait en choisissant, quand il était à l'Élysée, de quitter l'Élysée, de prendre le risque de s'éloigner de la politique, alors que c'était ce qu'il souhaitait faire pour créer sa société. Et finalement, il a été rappelé quelques mois plus tard. Il sait quand il le faut. Il l'a fait évidemment quand il a décidé de se lancer en créant son mouvement, puis en déclarant sa candidature, en misant sur le fait que François Hollande ne se présenterait pas et en misant sur la décomposition qu'il sentait de la scène politique française et des partis traditionnels. Donc quand il le faut, il sait trancher. Mais effectivement, il y a les deux. Il y a, dans sa personnalité, cohabitent ces deux aspects. Ce côté, ce désir de concilier, ce fameux
en même temps qu'on a relevé lors de, plusieurs fois lors de ses interventions politiques, et parfois le désir de trancher. Et on retrouve de ces deux transgresser aspects, même, oui, d'ailleurs. transgresser dans votre livre. Votre enquête qui est un portrait intime, certains diraient intimiste, mais c'est aussi, ça dit beaucoup de l'action politique publique dont on va parler. Alors sans faire, Anne Fulda, de psychologie de café de commerce, il y a quand même un moment dans la vie de cette famille, de celle d'Emmanuel Macron, qui est frappant, que vous avez relevé, que vous nous expliquez bien, c'est qu'il y a un moment de bascule où il y a une petite sœur, une petite fille qui est mort-née, c'est la petite fille des parents d'Emmanuel Macron, et puis lui vient après. Alors on peut se dire, c'est l'enfant qui arrive, c'est l'enfant roi qui vient après, on va investir, on va surinvestir. On a tendance à penser que parents ayant perdu un enfant, on ferait cela pour le prochain. Effectivement, alors il y a ça dans leur inconscient. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler de ça parce que c'est quelque chose d'intime. C'est obligatoirement, ça a été une épreuve extrêmement douloureuse pour ses parents, pour sa mère qui en parle encore comme une blessure qui est assez présente. Et c'est vrai, c'est amusant parce que le père, quand il en parle, il dit bon, parce que les deux parents sont médecins et le père est neurologue. Il dit bon, vous allez me faire le coup de l'enfant surinvesti, mais ça n'a pas été le cas. Néanmoins, la mère, quand on parle avec elle, elle dit bon, les médecins m'ont dit, mais bon, c'est pas faux, il avait une mission, Emmanuel. Et c'est sûr qu'il a quand même été celui qui a remplacé cet enfant qui était mort un an avant. Et après, il a tout de suite été l'enfant admiré, l'enfant chéri, l'enfant adulé. Il a pris cette position-là. Et l'enfant qui aimait capter le regard des autres, qui aimait attirer l'attention. Et des adultes en particulier. C'est frappant, des adultes. parce qu'un enfant vraiment, j'allais dire, surgisse dans un monde d'adultes, cherche à capter leur attention, je sais pas, peut-être à les séduire, entre guillemets, en tous les cas, par la parole. C'est frappant pour un jeune garçon, un jeune homme. Oui, c'est très frappant. Ses deux parents m'ont dit effectivement qu'il était attiré par les adultes. Il était il était par curiosité probablement, parce qu'il était très certainement un enfant précoce. Donc il était attiré par le monde des adultes et il avait ce désir effectivement très vite Sa mère m'a raconté une anecdote qui est très révélatrice. Elle me disait que son frère cadet, qui a 2 ans de différence, a mis du temps à parler. Quand il avait 2 ans, il ne parlait toujours pas et qu'elle était allée voir le médecin et elle lui a dit bon mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi son frère ne parle pas, qu'est-ce qui se passe? Et le médecin lui avait dit il se passe qu'il y a Emmanuel Macron qui était à l'époque, qui avait que 2 ans mais qui sûrement déjà semblait comme ça attirer la lumière et qui, lorsqu'il se battait avec son petit frère, c'est aussi sa mère qui me racontait, se battait, le petit frère donnait plutôt plus volontiers des coups de pied et le petit Emmanuel rétorquait selon sa mère par des mots, par des joutes oratoires. Donc c'est quand même assez frappant. En tous les cas, il vous en parlait. Et Emmanuel Macron, j'imagine qu'il a laissé ses proches vous parler. Ici même, à votre place, il y a quelque temps, Anne Fulda, je recevais le philosophe Michel Onfray, très critique à l'encontre d'Emmanuel Macron. Alors pour le citer, alors moi je lui ai posé la question, que pensez-vous du parcours, de la personnalité d'Emmanuel Macron? Et il m'a dit, mais c'est tout simplement une personnalité fabriquée. Pour Michel Onfray, c'est un produit de lessive qu'on vend aux Français. Alors, ça va très loin, mais est-ce qu'il y a, selon vous, vous qui avez vu les proches, quelque chose de fabriqué chez lui? C'est lui qui s'est fabriqué. Moi, je dirais que c'est en fait le plus frappant, c'est que c'est lui qui s'est fabriqué, qui a décidé de choisir sa vie, et autant sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Parce que bon, on lance pas une savonnette comme ça du jour au lendemain, et on lance pas une savonnette sans qu'elle ait des qualités gustatives, enfin odorantes en tout cas. Donc moi, je dirais que c'est vraiment lui qui a décidé un peu, d'ailleurs comme François Mitterrand, il y a quelques parallèles parfois, notamment cet amour d'une grand-mère qui a eu un rôle fondamental chez François Mitterrand quel et aussi lien, chez quel Emmanuel rapport Macron. avec elle, incroyable. Il l'appelle, mais quand il l'appelle vraiment pendant, je sais pas, 1 heure ou en tous les cas un certain temps. Sa grand-mère, c'est tous les jours. Avec sa grand-mère, c'est presque une histoire d'amour. Sa grand-mère, ça a été la première femme. Il a vu en elle, ils se sont choisis. C'est Brigitte Macron qui dit, ils se sont choisis. En fait, ils se sont choisis l'un l'autre. Ils avaient des liens d'une extraordinaire intensité. Lui, quand il m'en a parlé, il me dit c'est mon ami. Cela a été mon ami, ma confidente. Ça a été aussi son émancipatrice, sa principale interlocutrice, celle qui lui a fait découvrir la littérature, celle qui lui a fait découvrir la musique, la poésie, la nécessité de travailler, parce que c'était pas une grand-mère gâteau, une mamie Nova. Elle était exigeante, elle le faisait travailler.
Et cette grand-mère, il l'a eue en ligne jusqu'à sa mort tous les jours. En 2013. En 2013, quand il était banquier chez Rothschild, encore, il rentrait de dîner, ce que disait sa femme, et il avait sa grand-mère au téléphone. On peut tordre le cou à une rumeur, parce que certains ont dit que c'était à la mort de sa grand-mère, au moment où François Hollande l'apprend. Il réagit avec beaucoup de distance. Hein. François Hollande est de froideur. Emmanuel Macron le prend mal, et que c'est à partir de là qu'il va décider de se lancer dans cette aventure présidentielle. Non. Ça peut faire partie d'un élément. Disons que c'est l'un de ses amis qui m'a dit qu'à cette époque-là, Emmanuel Macron lui avait dit c'est fini avec Hollande. Et cet ami lui a dit mais pourquoi et Emmanuel Macron lui avait rétorqué j'ai trouvé que sa réaction au moment lorsque je lui ai annoncé la mort de ma grand-mère n'était pas à la hauteur. Et je lui ai posé la question à Emmanuel Macron. Il me dit c'est pas faux, je n'aurais pas aimé face à une telle nouvelle avoir cette réaction. Alors évidemment qu'il n'a pas décidé de se lancer à ce moment-là. Néanmoins, je pense qu'une barrière psychologique probablement est tombée. C'est-à-dire qu'il s'est senti à partir de ce moment-là d'égal à égal. Et il y en a un autre qui a eu aussi François Hollande quand il s'est lancé dans la campagne présidentielle. Vraiment, c'était après la mort de sa mère. Exactement. Donc je dis pas que c'est les moments déterminants, mais c'est une barrière psychologique qui tombe. Vous avez dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron s'est fabriqué. On sait aussi que tout au long de son parcours, il a eu des parrains, des grands frères, des personnalités vraiment extrêmement bienveillantes. D'ailleurs, aujourd'hui, certains lui reprochent cette galaxie qui le porte ou l'encourage vraiment à bout de bras. Elle a été déterminante aussi, on peut les citer, hein, c'est vraiment une galaxie qui passe par d'éminents conseillers, par des grandes personnalités. Elle est un peu à double tranchant, cette galaxie. Elle a peut-être aidé au départ, maintenant, pour certains, c'est un peu son talon d'Achille. Oui, parce que pour certains, ces hommes qui l'ont aidé sont d'une certaine façon un condensé de ce qu'on appelle le système français. Alors on peut le voir de deux façons, c'est-à-dire ces hommes, c'est-à-dire il y a eu successivement, il y a eu Jean-Pierre Jouyet, il y a eu Jacques Attali, il y a eu Serge Wimbert, il y a évidemment François Hollande, enfin bon, ça qui n'est pas vraiment dans le système, mais David de Rothschild, François Henrot qui travaille, donc Alain Minc. Donc effectivement, tous ces hommes-là l'ont aidé. Mais alors, d'une certaine façon, j'en ai parlé avec Jacques Attali qui dit un peu que Emmanuel Macron est sa créature de façon assez étonnante. Mais il dit, mais en fait, c'est le système, comme on dit, fonctionne c'est comme une sorte de compagnonnage, en fait. C'est les meilleurs qui sont poussés en avant et qui sortent. Et s'ils en sortent, c'est pas par des magouilles, c'est la fin d'une chaîne de méritocratie républicaine. Emmanuel Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a obtenu les meilleurs, parmi les meilleurs diplômes de la République, sauf normal, il a raté quelque par chose. Le travail. Oui. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Dans ce tableau de famille, il y a sa femme, ça on le découvre vraiment ici. Dans les médias d'ailleurs, certains insistent sur la différence d'âge, mais en lisant votre enquête, ce qui frappe le plus, au-delà de la différence d'âge qui ne frappe pas tellement quand on voit que c'est l'unique amour qu'il a. Et ça, vraiment, on va laisser les téléspectateurs le découvrir. Une dernière question. Sur sa communication, on a parfois l'impression qu'il n'est pas si moderne que ça. Est-ce que c'est un faux moderne? Est-ce que c'est un faux jeune, Emmanuel Macron? Il a un côté vieil enfant, oui. Il a un côté vieil enfant. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il dit qu'il est passé directement de l'enfance à l'âge adulte, qu'il n'a pas passé par l'adolescence. Et ce côté faux moderne, c'est vrai qu'il aime les classiques, c'est vrai qu'il aime dans la musique, il le dit d'ailleurs en riant, il aime plutôt les tubes des années 80 et que sa femme a presque plus des goûts d'aujourd'hui que lui. Sur tout ce qui est, il est arrivé plutôt sur le tard, sur tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui ne l'empêche pas de connaître quand même parfaitement bien le monde de la tech. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas, il n'est pas aussi moderne qu'on tend à le dire. En tout cas, c'est très nuancé. C'est ce que vraiment rend votre livre, avec une personnalité complexe et un parcours très déterminé. On va le voir avec peut-être l'aboutissement et le commencement dimanche. Merci Anne Fulda, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Voici Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait chez Plomb. On arrive presque à la fin de cette émission, comme d'habitude.